Merci d'avoir été des nôtres toute la saison. J'ai été très content d'être parmi vous encore une fois cet été. Bon automne! Voilà, je pense qu'elle est bonne. On peut rapper le stock. Bon, c'est fini. T'es-tu content de ta saison? Ouais, vraiment? Commence à penser à l'été prochain tout de suite, hein? C'est ta dernière saison. Tu vas pouvoir t'éclater dans les concepts pis tout. Oh, j'ai un an pour y passer. M'a trouvé une bonne idée. Tu dois avoir hâte de rentrer à TVC. Ouais, quand même. Donc, prêt pour demain? Demain. Ben oui, c'est pas demain ta première journée. T'as oublié. Complètement. Puis j'ai aucune idée pour le concept de la saison, là. Je veux dire, Émilie, elle va vouloir un concept, là, je suis zéro prêt. Hey, pas de panique, là. Ah oui, hey, ça paraît que c'est pas à toi qu'elle vous poser des questions, là. Hey, mais on a l'air d'un fou, moi, pas de concept. Ouais, mais... TVC l'été, là, c'est pas inspiré de l'émission d'été avec Mélanie Ménard? Ouais, pis... Ben, reviens à la base du concept. L'autre fois, tu me disais comment t'aimais présenter cette émission-là. Ouais, c'est pas fou comme idée, ça. Bon. Tu vois? Pas besoin de paniquer. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais écouter un épisode ou deux, là, pour m'inspirer, là. Bon, moi je vais aller me coucher. Bonne nuit, couche pas trop tard. Ouais, t'inquiète. Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit! Donc, tu voulais me parler de la machine à popcorn, hein, Christo? Ouais. Et depuis que j'ai la TVC et le cinéma, là, je suis tout le temps mêlée dans mes dossiers, là. Tu voulais me parler de TVC l'été? Oui, ben en fait, j'ai eu une idée pour renouveler le concept. Oui. Je me suis dit qu'à chaque semaine, il pourrait y avoir un invité dans une longue entrevue, Ok. entrecoupé de segments d'actualité. Un peu comme l'émission avec Mélanie Ménard. Ah, quelle bonne idée, oui. Puis, j'étais un peu dans l'inspiration Ok. à soir, donc j'ai fait un démo. Tu Ok. le vois? Ben oui, certain. Je suis vraiment curieuse, montre-moi ça. Bonne fin d'après-midi tout le monde, bienvenue à cette première de TVC l'été. Cette semaine, je me retrouve à la microbrasserie La Captive car mon invité d'honneur, vous le connaissez bien à la TVC si vous suivez le podcast C'est fou tête, c'est Alexandre Pinault. Bonjour Alex, ça va bien? Salut! Ben oui, très bien toi? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui, tu viens à l'émission pour parler un peu de ton parcours, pour parler de la bière et de tout ce qui l'entoure. Yes. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené dans le monde de la bière? Je dirais que ça fait quand même très longtemps là, que je ne peux pas dire passionné de bière, là, parce qu'on s'entend que dans mon passé, c'était plus dans la jeunesse, on boit de la bière, on boit de la bière commerciale. Là. Mais à un moment donné, en fait, il y a eu un déclic, c'était je pourrais dire même l'année, qui était 2004, 2005, 2005 environ. J'avais des amis qui apportaient en fait, c'était des Unibrew, que c'était un peu, wow, c'est flyé, c'est de la bière fancy, on dirait. Des amis qui font goûter un peu de la Unibrew. Je peux pas dire que c'était au début, là, on n'a pas tellement les sens développés. Fait que je trouvais ça lourd un peu comme bière. Puis en 2008, en fait, j'ai d'autres amis qui m'ont apporté à la Barberie à Québec pour faire une dégustation de bière. La microbrasserie à la Barberie, qui est une institution à Québec quasiment, là, qui est très, très... un vieux de la vieille. Puis c'est ça, c'était vraiment une dégustation. C'était des gros verres de dégustation. C'était une longue soirée, on va dire. Là. Une soirée bien arrosée. Ah ouais, arrosée pas mal. Puis c'est ça, là, c'était là que, OK, tu sais, avec l'Unibrew, on est habitué juste à certaines bières, certaines saveurs. Là, OK, OK, il y a une bière framboise lime,
juste ça, ce soir-là, j'ai fait « Oh, un peu, OK, il y a quelque chose de vraiment intéressant. » Ça n'a rien enlevé à Unibrou. C'était vraiment juste que là, on se développait encore avec des saveurs, des fois fruitées dans les bières. Il y a eu un petit déclic qui s'est fait cette soirée-là de « OK, c'est vraiment intéressant. » Puis les semaines qui ont suivi, j'habitais à Québec à l'époque, les semaines qui ont suivi, j'allais à Tabagie-Cartier, qui est une petite tabagie dans le Vieux-Québec. Puis il était spécialisé dans la bière de microbrasserie. Je trouvais ça un peu drôle. À chaque fois que j'allais là, chercher ma pape, c'était quasiment là, à l'époque. Ben là, après ça, là, oh, OK, commence à regarder les tablettes, à regarder les étiquettes. Puis je vais goûter à ça, je vais goûter à ça. Puis de fil en aiguille, je dirais que j'ai tout tassé ce qui était bière. Des gros producteurs, je veux pas toutes je les nommerai pas nécessairement, là. Ils ont assez d'exposition comme ça. Fait que c'est vraiment de fil en aiguille, là, que c'est ça, j'ai tout tassé ça, puis je me suis intéressé à, juste dans des soirées que je buvais de la bière, c'était juste des bières de microbrasserie. J'étais devenu un peu le gars gossant, là. Je disais à ses chums, hey, goûte à ça. Viens, ma petite bière agrume, tu vas l'aimer. C'est exactement ça. Puis, tu sais, je pense que l'essor des microbrasseries dans ce temps-là, c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Puis, en fait, on a vu le boom il y a une dizaine d'années environ, mais on parle de. C'est ça, il y a environ là, 18 ans à peu près. Puis après ça, c'est vraiment du fil en aiguille encore plus que là, OK, j'aimerais peut-être ça, on dirait, fabriquer de la bière maison. C'est le fun d'en acheter, mais là, je disais tout le temps, ça doit être quelque chose de tellement compliqué. J'ai jamais osé me lancer là-dedans avant, je me trompe pas, c'est 2011. Okay. Qu'à un moment donné, j'ai du monde qui... en fait, je venais de redéménager dans la vallée. Puis, par hasard, il y a une microbrasserie à Amkoui qui avait ouvert l'année d'avant, qui est la Captive, ici. Puis, en fait, ça a été mon attachement à Vallée a été encore plus grand, là, je dirais, de rester en région. Puis là, j'avais des amis qui disaient « je fais de la bière maison. » Puis je disais tout le temps « ça doit être bizarre. » Ça doit être bizarre. Mais tu sais, on est habitué de voir du monde qui faisait des bières et des vins maison avec des concentrés, des cannes de sirop. Ça, personnellement, ça n'a jamais été bon. Là. Fait que là, le monde, mes amis, ce qu'ils faisaient, c'est qu'eux autres, ils achetaient carrément du grain, des recettes, en fait. Puis, il y avait des kits maison pour faire les procédés qui est un peu plus, je dirais, broche à foin que ce qu'on utilise dans les microbrasseries. Mais les procédés sont quand même là. Fait que là, je dis, OK, je vais peut-être aller vous voir à un moment donné. Puis, c'est ça, j'ai une couple de soirées comme ça, de brasser de la bière maison. Avec les vrais ingrédients, on parle d'orge, on parle pas de canne de concentré, j'ai eu la piqûre assez instantanée. Je me suis équipé avec des chaudrons, des marmites, un peu n'importe quoi. Là, c'était très, très weird, très Breaking Bad, on dirait, là, pour faire de la bière maison. Puis, c'est ça, j'ai dû en faire quasiment, là, on parle quasiment une quarantaine de bières, là, de recettes que je m'amusais d'un bord puis de l'autre, avant d'en apporter une à l'ancien brasseur de la Captive. OK. Qui était le brasseur, en fait. J'ai dit, hey, goûte à ça. Puis il a trouvé ça vraiment intéressant. Puis je continuais à en faire, la bière maison. J'en apportais de plus en plus. Je faisais goûter à mes amis. Puis, OK, c'est donc bien le fun. Puis je testais des affaires un peu plus... olé. Flyées. Ouais, c'est ça. Je m'amusais. Mettons, c'est vraiment ça. La marge d'erreur, c'est moins dangereux de jeter 20 litres de bière. C'est pas la fin du monde. Ouais. Il y a pas mal pire que... Puis le temps de la faire, c'est vraiment pas si pire. Là. Fait qu'on s'amuse, on teste des choses, on teste des levures, on teste des fruits même. On a fait beaucoup avec des fruits. Puis à un moment donné, Mathieu, qui était l'ancien brasseur, avait à déménager... à quitter la vallée, fait qu'il m'a appelé, Alex, quand tu prends la mettons que je cherche quelqu'un qui prendrait la relève de la Captive, puis il dit avec les bières que tu m'as apportées, il dit j'aime mieux te le demander à toi en premier, puis ça a été quasiment instantané, là, je pense. Tu l'as pas réfléchi longtemps? Non, une réflexion, je pense, pas 15 minutes, là, mais peut-être 2 jours environ. OK. Puis ça a été assez rapide là, comme transition. Là. On parle de quelques mois. Après ça, on a eu le rachat de part. Puis dans le fond, je suis devenu brasseur à la Captive. Tu l'as mentionné, tu essayes beaucoup de trucs. Ouais. Comment tu trouves tes idées de saveurs? Si on peut appeler ça des saveurs. En fait, j'ai même des bières que j'avais faites maison qui ont été réadaptées. On passe à la suffragette. Elle ne s'appelait pas la suffragette maison, mais ça a été une bière qui a été faite pour le centre de femmes de la vallée.
C'était une recette à base que j'ai faite maison, que je me suis dit, quand ils m'ont demandé de faire une bière, je vais c'est exactement cette bière-là que je vois. Puis là, c'était le plaisir, justement, de recréer ces recettes-là et de les partager encore plus en grande quantité que juste dire à un des chums, hey, écoute à ça. Là, c'est vraiment, OK, je me lance, avec la vallée de la Framboise, on a collaboré pour carrément, mettons qu'on ne met pas 2 kilos de framboises, qu'on fait une bière aux framboises, là. On met des bonnes quantités. Puis c'est ça, créer des recettes, en fait, des fois, ça vient juste un matin que je me lève ou que je me dis, hey, ça pourrait être intéressant. L'agencement, c'est sûr que beaucoup de... Je deviens un peu fou, là, des fois. Là. Je lis des forums Internet de monde qui essaye des choses, puis on s'inspire de ça. On s'inspire d'autres brasseurs aussi, des fois. On a des groupes de discussion Messenger sur Facebook. On jase entre nous autres. Hey, t'as-tu déjà essayé tel agencement, tel grain? Puis là, des fois, c'est juste ça qui fait un déclic de OK, je pourrais essayer ça, voir. On va. Là, maintenant, j'ai un kit de brasses éphémères. Je fais des brassins éphémères. Ça, c'est un kit pour faire des 50 litres. Fait que quand il y a des brassins éphémères qui apparaissent à captive, c'est un kit test. Que là, je m'amuse encore plus des affaires. Donc, j'ai vu une blanche allemande aux betteraves et fruits du dragon. J'aurais pas fait ça en 500 litres à la base, là. Mais là, j'ai juste, OK, on va tester des choses. Puis c'est là que je teste des nouvelles saveurs, justement, ou des affaires un peu plus flyées. Donc, ça va beaucoup l'inspiration. C'est très créatif, un peu comme un auteur qui a une idée de texte subite. Fait, ça pourrait marcher, ça. Oui, exact. C'est sûr que je m'inspire quand même. Je suis très conservateur dans les bières classiques, là. Surtout les styles allemands. Moi, je trouve ça extrêmement bon. C'est pas des bières... tu sais, la mode est aux bières smoothie beaucoup. Moi, ça m'intéresse un peu moins. J'aime ça utiliser des fruits, mais je veux pas que ça devienne un jus de fruits non plus. Je veux vraiment conserver l'aspect d'une bonne bière de base en incorporant des fois d'autres choses, mais d'avoir des bonnes bières de base au menu aussi. Fait que c'est vraiment des fois de juste analyser des grains, analyser des nouvelles levures. Des fois, il en sort tout. Il sort tellement des nouvelles levures de nos jours, c'est quand même assez impressionnant. Pour recréer des bières classiques aussi, des bonnes bières allemandes, des pilsner, une bonne blanche allemande, une Hefeweizen, qui est des bonnes bières là, de party, je dirais, là, des bonnes bières de bonne compagnie. Fait que c'est tout le temps de peaufiner un petit peu certains styles classiques, mais aussi en gardant quand même un esprit créatif et d'avoir quand même des bières un peu, je sais pas si je peux le dire, là, fucked up au menu. Là, tout le monde, OK, hey, ça, hey, je vais essayer ça. Ouais. Surtout la Camerise, en fait. Quand un de mes amis, Michael Lamar, a commencé les champs de Camerise de Majamic, que finalement on utilise énormément, ben, il m'a demandé, il dit, Alex, penses-tu qu'il y a de quoi à faire avec des Camerises? Tu serais-tu intéressé? Ben, je dis, ben, mais je pense qu'en plus, la Camerise, c'est un fruit emblématique au Québec, qu'on devrait l'approprier encore plus dans la bière pour dire, OK, l'identité est là. Dans le fruit au Québec, puis pas toujours acheter de l'ananas ou des choses qui viennent d'ailleurs. C'est qu'il y a tellement des bonnes récoltes de bons petits fruits au Québec qu'il faut vraiment s'y approprier puis travailler avec ça encore plus. Cet été, au site patrimonial de pêche Matamadja, arrive un nouveau personnage à l'exposition, Lulu la libellule. J'ai eu la chance d'aller à sa rencontre. Lulu va te jaser, elle va te poser des questions, fait que tu vois, tu as des autocollants. Ah mon Dieu, OK, il y a un jeu puis tout, là. Ben c'est ça, avec comme, est-ce qu'il y a quoi dans la pièce? Tu sais, c'est beaucoup, le but, c'était pas que les enfants aillent aller. Fait que ils regardent, puis avec les autocollants, ils devraient retrouver des objets. Mais c'est bien le fun, j'adore tout. L'année passée, on a en fait présenté notre nouvelle exposition Plaisir de pêche, donc notre exposition permanente, et on a vraiment trouvé que les gens ont très apprécié, les familles aussi venaient en grand nombre, et on se rendait compte par contre que les plus jeunes, les enfants, aimaient ça, mais quand on discutait avec eux, ben en fait, on se rendait compte ce qu'ils aimaient, c'était l'idée du balado, donc ils venaient pointer les mouches, la musique au début, la trame sonore qu'il y avait, mais le contenu, peut-être qu'ils l'écoutaient pas autant parce que c'était moins adapté pour eux. Donc, on s'est dit, à ce moment-là, on pourrait leur faire quelque chose pour qu'ils viennent au musée, qu'il y ait une bonne expérience, un bon souvenir, parce qu'on veut que les jeunes reviennent au musée. Donc, c'est là qu'on a décidé de faire un parcours jeunesse, donc qui suit un peu l'idée de l'exposition permanente, mais avec un protagoniste adapté aux jeunes, donc
Lulu la libellule, pardon, donc qui est une libellule. Dans le fond, on a découvert par justement notre projet que les libellules étaient un insecte emblème des rivières. Donc, quand cet insecte-là est près des cours d'eau, ça veut dire que le cours d'eau est en santé. Donc, on s'est dit, à Cours-Abscal, on a des bons cours d'eau. Ça représente ça. Donc, Lulu leur fait visiter le musée avec une petite énigme et des intrigues. Donc, ils ont un petit dépliant qu'ils ont avec eux pendant la visite. Donc, quand Lulu leur pose des questions, ils ont des autocollants à mettre dans chaque pièce pour justement faire une interaction, interagir. Donc, c'est un peu l'idée du projet en soi, là. Je reconnais vraiment l'esprit de l'autre exposition, oui, mais ça. Jeunesse, la comédienne est sa vous, coche. hein, Elle fait exactement. On a eu lundi 3 classes de l'école de Nord-Joly à Montjoly. Là. Ouais. J'étais là, OK, 48 jeunes, finalement. Puis avez-vous aimé ça? Ah oui, c'était le fun, il y avait du bruit, puis on a appris. J'étais là, OK. Il y a pas mal les informations de l'autre exposition, mais en version plus condensée. Oui, bien plus simple aussi. Là. Plus simple, c'est ça. Ouais. Dans le fond, on a contacté des enseignantes à l'école primaire à Cours-Abscal parce qu'on avait reçu des premiers textes, puis même nous, on était là, il me semble qu'il y a des termes qui sont peut-être un peu trop poussés pour des jeunes. Là. Fait qu'elle les a lus avec les jeunes. OK, ça, j'ai pas tout bien compris. Fait qu'on notait. Wow. Fait que ça a vraiment permis de. Fait que dans le fond, les jeunes, il y a des jeunes qui ont un peu écrit une partie du texte. On s'est rendu compte que les enfants adoraient ça, entendre les bruits qui se promenaient un peu partout. Donc, on s'est dit, on va garder ce plaisir-là avec les jeunes. Donc, Lulu, elle se promène autour de eux, elle leur pose des questions, il y a des petits bruits. Donc, c'est la même idée. Donc, ils se sentent aussi, les enfants, comme les parents. Donc, avoir leur balado, leurs écouteurs quand ils rentrent au musée. Tous les musées devraient avoir sa portion jeunesse là, pour que les jeunes, justement, s'intéressent. Ben oui, il faut les initier jeunes, si je peux dire, pour les qui trouvent ça le fun, puis dire hey, moi, un musée, c'était pas quand ma mère elle tentait puis qu'on s'ennuyait, mais on avait tout du fun en famille, c'est ça l'idée. Donc, c'est ça ici. Et voilà. Ah oui, c'est ça. Qui a failli être le logo du Matamaja Salmon Club parce que je suis en deux. Tu vois, ça, j'avais jamais porté attention à ce petit objet-là. Mais là, avec cette exposition-là, t'as comme pas le choix de plus fouiller des raccoins, mettons. Ben c'est ça. Comme je disais, les jeunes, c'est pas tant. Ben, les enfants, l'idée de lire, tout dépendant, ils ont quel âge, c'est plus dur. Donc là, vraiment, de mettre l'emphase sur les artefacts qu'on a. T'as pas le choix d'aller voir les objets qu'il y a vraiment dans chaque pièce. Là. Avec ma collègue Edith, en fait, qui est la directrice générale, notre but, c'est de venir justement développer le musée. Donc, pendant longtemps, l'exposition a resté la même. Donc, avec l'année passée, notre nouvelle exposition permanente. Et cette année, le parcours jeunesse, notre but, c'est justement de donner au public et aux gens du coin une activité à faire, de quoi de muséal aussi, qui permet d'apprendre tout en s'amusant. Donc, on continue encore à faire des projets dans le futur, ça c'est sûr. Ça doit être ça. Logiquement, ça serait ça. Et suivez-moi à la rencontre de Richard Adams. J'adore cette pièce. Qui est là? Puis là, si les jeunes ils veulent entendre Richard Adams, ils peuvent quand même aller... Oui, ils peuvent quand même écouter le parce que c'est le même outil qui scanne tout. Là. Oui, c'est ça, fait que c'est tout accessible. Là. Donc, on est ouvert depuis le 8 juin cette année et on va fermer donc à l'Action de grâce en octobre. Donc, on a quand même un bon temps pour venir visiter le musée. Je viens de compléter la visite. Oui. Tu veux voir si tu as les bonnes réponses, si tu as passé ton cours. Je te dirais que... Tu as fait du bon travail, tu as bien écouté. T'as pas mal toutes les bonnes. C'est un sans faute? Un sans faute, mon cher. Et le pire, c'est que pour deux, trois questions, j'étais pas sûr. Quand même. Il fallait garder l'œil ouvert. Tu l'as fait. Mais c'était vraiment agréable. C'est un très bel ajout. Là, toute la famille peut en profiter à son plein potentiel. Puis, c'est ça, pour connaître quand même un peu l'exposition principale. Pas mal toutes les informations se retrouvent aussi dans l'autre exposition, mais un petit peu plus condensé, avec peut-être un petit peu moins de termes techniques. Le nouveau parcours jeunesse Lulu la libellule, un parcours
éducatif, interactif, parfait pour les jeunes et pour la famille. Qu'est-ce que Alexandre Pinault boit comme bière? C'est quoi tes bières préférées? Des bières allemandes. Ok. Je pense des Pilsner beaucoup. J'en fais moins parce qu'avec 2 fermenteurs, le Lagering, dans le fond, qui est la levure Lager, c'est une levure que traditionnellement, c'était environ 2 mois et demi de fermentation. Mais avec 2 fermenteurs, c'est un peu plus compliqué. J'en fais 1 à 2 fois par 2 ans, en fait. J'en fais 1 fois par année environ. En période un peu plus mollo, là, vers le début d'hiver environ. Puis c'est une bière qui est fermentée à température basse. Fait que l'hiver, pas de soleil, des températures plus fraîches, c'est plus facile à travailler. Parce que c'est une bière qu'il faut garder fermenter autour de 12-13 degrés Celsius environ. Ça demande quand même un bon système de réfrigération du fermenteur. Surtout que la fermentation crée de la chaleur. C'est vraiment de la conserver à cette température-là. Puis, je suis assez conservateur, fait qu'un 2 mois et demi, c'est réaliste pour moi. Je veux pas servir cette bière-là avant qu'elle ait sorti. Je dirais, là, je veux pas être trop rapide sur la gâchette là, pour dire, OK, on la sort, mais pas parfaite. Je suis quand même assez stiff là-dessus. Sinon, c'est ça, toutes les bonnes bières allemandes, je pense la blanche allemande, la tempête qu'on a ici. Toutes les bières de soif, en fait. Je bois de l'IPA de temps en temps, c'est sûr. La mode est vraiment au IPA, mais c'est rafraîchissant, mais je trouve ça un peu trop costaud. Moi, j'aime ça une bière avec un bon repas, une bonne bière pétillante. Ouais. Sinon, la Ghost Camerise aussi, là, quand elle est au menu, elle n'est pas trop forte en alcool, on peut en prendre plus qu'une. Sauf qu'elle comprend notre auto. Là. Oui, bien entendu. J'ai la joie d'habiter juste à côté, fait que ça, on se le permet de temps en temps. C'est pas ce problème-là. Non, exact. On parlait là, un peu plus tôt là, des bières commerciales, on en a fait mention. C'est quoi concrètement la différence entre une bière commerciale et une bière de microbrasserie? L'argent. En fait, la bière commerciale, ben tu sais, ça reste que la plupart, c'est quand même des bonnes bières. Ouais. Mais je trouve ça fade en saveur. Tu sais, quand on dit faut que les montagnes soient bleues, une bière qui est servie trop froide va moins goûter. Fait que c'est sûr que c'est une bière que tu sais, on la boira pas, on va moins la boire à tablette. Mais ça en dit long. Si la bière à tablette, elle est comme pas trop, elle est moins bonne, c'est un peu plate. C'est comme ça qu'on peut juger des bières commerciales? Ben moi, là, en tout cas, je la vois comme ça. Là. Si t'es pas capable de la boire à tablette, ça veut dire que, à la base, c'est qu'il faut que le liquide. Tu sais, moi, j'ai bu dans la fermentation, je trouve ça excellent. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui aime ça, une bière tempérée, une bière moins froide. Parce qu'eux autres ont donné surtout tu sais, ils ont mis le créneau de, OK, cette bière-là, la bière, il faut que ça soit froid. Il faut servir ça d'un boc glacé quasiment. Hein. Ouais. Ce qui n'est pas tant vrai, tant qu'à moi. Tu sais, il y a tellement de paliers de saveurs qui peuvent sortir d'une bière tempérée. C'est une question de goût aussi, ouais, là, de façon de vouloir boire sa bière. Moi, j'aime quand même bien la bière tablette. Ouais, ben c'est ça, une bonne 50 tablettes, il y a le classique de ça, que c'est vrai que c'est bon, là. Puis celle-là est bien faite, justement, je pense, là, qu'il y a plus de saveur. Sinon, c'est ça, c'est vraiment le côté, je pense, ils ont simplifié des recettes au maximum, puis moi, je trouve ça moins goûteux. Fait que, tu sais, le côté dégustation de la bière, moi, en fait, en étant brasseur, puis passionné de bière de microbrasserie, je pense que le côté dégustation prend le dessus aussi, de juste, OK, on s'assoit, bon, on achète une caisse de 24, puis on passe au travers à soir. Ben, tu sais, là, on prend 2-3 pintes, puis au moins, on goûte des choses un peu plus différentes. Fait que moi, c'est vraiment le côté goûteux. Mais j'en achète encore quand même, ça arrive. Là. Okay. Le côté rafraîchissant quand même là. Si on veut boire de l'eau, ça fait la même chose. Ouais. Comment on fait pour distinguer une bonne bière d'une mauvaise bière? Y a-tu des trucs, des techniques? En fait, toute mauvaise bière va sûrement être une bonne bière pour quelqu'un. OK. Si elle existe, c'est qu'il y a quelqu'un qui Il y a l'aime, quelqu'un pour la probablement. boire, ouais. Fait que c'est vraiment le palais de la personne qui va le définir. Okay. C'est sûr qu'il y a des bières un peu plus weird qui vont être un peu plus nichées. Là. Il y a ça va juste viser une personne, une certaine population. On pense aux bières sûres, des fois, c'est pas tout le monde qui est capable de tolérer autant. Puis, OK, c'est un peu plus flyé, je dirais. C'est une bière de quelqu'un qui a des problèmes de brûlement d'estomac ne sera pas capable de tolérer ça aussi. Ou quelqu'un qui va dire, c'est pas de la bière. Ça reste que c'est quand même de la bière d'un sens, parce que c'est quand même un liquide maltais, sucré, fermenté. C'est quoi les caractéristiques là, des différentes bières? Là, parce qu'on a la IPA, on a la blonde, on a les noires, on en a de toutes sortes.
C'est quoi qui les distingue? C'est quoi les caractéristiques? La couleur à base, mais les arômes, tu sais, on peut dire la couleur, mais en même temps, tu as des IPA, des IPA qui vont avoir la même couleur qu'une bière blonde. Ou, tu sais, c'est un peu dur à gager, c'est vraiment l'arôme qui va s'en dégager selon le grain, le malt qui est utilisé, parce que là, je parlais des variétés de malt. Tu sais, il y a de l'orge, du seigle, du blé, il y a de l'avoine, etc. Là, on brasse même avec de l'épeautre. Et c'est vraiment des paliers différents de saveurs qui vont définir. Puis il y a de l'orge aussi, de l'orge caramélisée qu'ils appellent. C'est de l'orge qui est un peu grillée pour faire ressortir un côté plus qu'il va être grillé longtemps, plus qu'il va être foncé. Puis c'est là qu'on va avoir justement une bière rousse. Le côté caramel va justement sortir dans une rousse de certaines variétés de malt caramélisées. Il y en a d'autres qui vont être plus rôtis. Pour les amateurs de cinéma, bienvenue dans le Temps d'une Slotch qui présentera les films à ne pas manquer au Cinéma Figaro cet été. Présentement avec Émilie Boulay-Chouinard, directrice au Cinéma Figaro. Salut Émilie, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi, Christophe? Super bien, merci. Donc, tu es ici, le Temps d'une Slotch, pour nous parler des films qui s'en viennent. Qu'est-ce qui s'en vient en juillet au Cinéma Figaro? Ben oui, on vous a un petit peu menti à info.tvc à la fin de la saison en vous disant qu'on ne reviendrait pas de l'été au cinéma. Ah ah! C'est que le temps de popcorn était terminé, mais là, on est le temps d'une slush, parce que l'été, on boit de la slush, hein, Christophe? Exactement, il fait assez chaud, là. Oui, donc en juillet, là, gros mois de sortie de films. On va commencer avec, en début juillet, Détestable mois 4. Un incontournable pour les enfants. Ben, les petits et les grands, parce que moi, j'adore autant ça que mes enfants, sinon plus, peut-être. Moi, les mignons, je les trouve bien attachants. Là, c'est l'histoire, en fait, de Grou qui va avoir un bébé. Il va avoir Grou Junior, écoutez donc. Puis là, ben, il va arriver sûrement plein de péripéties à la famille avec un bébé en plus. Là. Ça risque d'être excellent. Ça commence début juillet. Après ça, on va vers les films québécois. Nos belles-sœurs, le film, la comédie musicale de René Richard Cyr qui a été adaptée en film avec Geneviève Schmidt, Anne-Élisabeth Bossé. Fait que c'est l'histoire qu'on connaît de la pièce de théâtre de Michel Tremblay, de Germaine Lauzon qui colle leur thème là, pour gagner des prix en comédie musicale au cinéma. Ça va être écœurant, c'est sûr. Alors, j'invite d'ailleurs les gens à déguisez-vous. Ça, oui, bonne idée. Déguisez-vous en belle-sœur, là. C'est le temps de sortir votre bonnet qui match avec la robe de votre grand-mère, vos arrière-grand-mères que vous avez encore chez vous. Venez-vous-en, vivez le trip jusqu'au bout, là. Ça serait vraiment trippant. On aime ça quand les gens embarquent, là. On a eu sans dessus-dessous qu'il y a des petits jeunes qui sont arrivés déguisés, c'était malade. On adore ça. Après ça, comédie romantique qui va sortir au courant du mois de juillet, que j'ai voulu mettre de l'avant parce que c'est avec Scarlett Johansson et Channing Tatum, mesdames. Channing Tatum. Ça s'appelle Emmène-moi sur la Lune, donc une histoire à la NASA là, qui s'en vont vers l'espace, mais tout en amour. Tout en romance. Tout en romance. Tornade, hein, que j'avais déjà parlé. Un autre tornade. Donc, il y a 25 ans, ils ont réussi à capter l'œil de la tornade, le milieu. Ça a fait qu'ils ont pu développer une application d'alerte précoce des tornades. Et là, on sait ce qui va arriver, hein? 25 ans plus tard, il n'y a pas juste les humains et la technologie qui évoluent, la nature aussi. Oh! Et fin du mois de juillet, on a le nouveau Marvel, Deadpool et Wolverine, qui seront un duo de feu, je pense. Un film très attendu. Oh, vraiment, moi, je risque d'être assis sagement en attendant la première le vendredi soir quand ça va sortir. Je vois pas comment ces deux-là peuvent être potes. Deadpool et Wolverine, ça risque d'être, tu sais, le solitaire et l'espèce de clown destructeur de Deadpool. Fait que j'ai hâte de voir le matching des deux. Et aussi un personnage qui comprend qu'il est dans un film et un personnage qui ne comprend pas qu'il est dans un film. Mon Dieu, j'avoue, j'avais pas vu ça. Tu l'as pas vu de même, hein? Ça va être écœurant, ça. Ça va être vraiment bon. Film de l'été. Et on finit le mois de juillet avec le film tant attendu québécois, 1995, de Ricardo Troggi. J'imagine que toi, c'est comme un fantasme pour toi, vivre la vie de Ricardo Troggi. Hein? Ces films-là, là, ça a bercé toute ma vie et j'ai tellement hâte au prochain. Ah, c'est sûr. Fait que 1995, Ricardo a 24 ans et il se prépare à faire la course
Destination Monde. Et sa mère, le personnage le plus délicieux de toute la série, est encore là. Elle est écœurante. L'actrice qui fait la mère de Ricardo, là, elle crie tout le temps, je l'adore. Et pour vous préparer à ce film-là, je vous invite à vous renseigner sur ce qui était la course Destination Monde. Il y a beaucoup de grands réalisateurs québécois qui ont passé par là. C'est vraiment très important pour notre cinéma québécois, cette course-là. Vraiment. Puis en plus, claquez-vous le 81, 85, 90. Surtout. Ah oui, parce que là, faut être faut se rappeler d'où il vient Ricardo, le petit Ricardo. Donc voilà, c'est ce qui s'en vient en gros pour juillet. C'est sûr, il va y avoir plein d'autres films au travers, un peu moins blockbuster, là, qui fait sortir les gens. Fait que c'est ce qui a retiré mon attention pour le mois de juillet. Puis là, ben, je peux vous dire un petit peu ce qui s'en vient en août aussi, là, pour vous donner l'eau à la bouche. Donc, en août, on va avoir Piégé avec Josh Arnett. Piège ou Piégé? Piège. Un genre de suspense d'horreur là, qui a été visionné là, par des gens que je connais en visionnement de presse là, il y a quelques mois déjà. Ça a l'air que ça va être écœurant. Ceux qui aiment le genre, on s'entend. Ce n'est pas mon cas. Il va y avoir le film Borderland qui est avec Cate Blanchett, entre autres, qui est basé sur un jeu vidéo que je ne connais pas, mais qui a l'air très cool, là, genre full les couleurs, tout ça. Là, un peu, j'ai l'impression que c'est un peu un Furiosa Mad Max dans les années modernes, mettons. En tout cas, c'est ce que je pense. Là. Vous saurez me dire si j'ai mal interprété les choses. Alien Romulus qui sort en août, un autre Alien, écoute. Un autre film très attendu. En effet, ça va faire sortir les fans du genre et les fans d'Alien en général. Et un film romantique, drame, basé sur les romans très populaires de Colleen Hoover, j'espère que je le dis comme faux, Jamais plus. Donc, ça a été un gros succès. Ah, excusez, là, je vais briser le quatrième mur. La caméraman derrière fait « Ah, oui, ils ont fait des films sur les livres de Colleen Hoover! » Donc, j'ai l'impression que... Justine va aller voir le film, je pense. Plusieurs jeunes adultes, jeunes demoiselles adultes qui vont traîner leur chum pour venir au cinéma vont voir ce film-là. Donc ça sort en août. Donc, grosse été en vue au cinéma Figaro. Donc, pour avoir tous les détails des dates de sortie et de l'horaire, c'est sur la page Facebook du cinéma Figaro et sur le site Internet. Alex, présentement, on est au deuxième étage. On est sur la scène de la captive. Ouais. Je te propose de descendre d'un palier. Ah, OK, ben oui. Allons voir là, concrètement là, tes installations, comment tu brasses tes bières ici même à la microbrasserie. Parfait, La ben oui, Captive. ça va faire plaisir. Yes, aujourd'hui, ben, on est dans Marmite, en fait. Là. Il fait chaud aujourd'hui. C'est l'endroit où que tout opère pour faire de la bière. C'est le secret, je dirais, de la microbrasserie. C'est ici que tout est créé, qu'on part du malt pour créer de l'alcool, de la bière en fait, pas de l'alcool en tant que tel, mais un produit alcoolisé qui est la bière. Fait que je vais juste expliquer un peu les étapes, les procédés de brasse. Dans le fond, la première étape, c'est la cuve filtre. Ça, c'est là qu'on va concasser le grain. On le concasse avant, en fait. Je sais pas si on voit dans la caméra, là. Ça, c'est il y a du bleu et de l'orge dans c'est le grain qui est utilisé. Dans cette cuve-là, en fait, on va la remplir d'une eau à une certaine température, puis on va faire infuser le grain, ce qui va faire extraire des sucres fermenticibles. Donc, ça donne un gros liquide, un gros gruau sucré. Ça sent le gruau, justement, Okay. bien souvent, à part quand on met le grain. Des fois, il y a des grains chocolatés, des grains, etc. Tu sais, c'est... Pour créer les arômes? Exact. Ouais, comme une bière noire, une stout, on va aller avec des grains, un peu de grains chocolat, fait que ça sent un peu le biscuit aux pépites de chocolat, je dirais. Là. Fait que c'est là-dedans qu'on laisse macérer. Ça, c'est une étape qui prend 1 heure, 1 heure et demie environ. Là, ils appellent ça l'étape d'empâtage. OK. Ensuite, tout le liquide, en fait, dans le fond, là, on le voit pas. Dans le fond de ça, il y a un gros tamis. C'est comme ils appellent ça la cuve filtre, en fait. C'est carrément un genre de passoire pour filtrer, pour que le grain traverse l'étape suivante. Donc, on garde le grain juste humide à la fin. Ça, le grain va être réutilisé par un fermier du coin là, comme nourriture à bétail. Ensuite, c'est ça, le liquide sucré va être transféré vers la bouilloire. La bouilloire, c'est bon pour l'aseptisation du liquide sucré pour tout tuer les bactéries, juste vraiment avoir un produit là, aseptisé. C'est là aussi qu'on va rajouter les houblons. Les houblons,
En gros, ça, dépendamment de l'étape, on bouille environ normalement pendant 60 minutes aussi. Des houblons qu'on ajoute en début d'ébullition vont donner un peu plus d'amertume à la bière, tandis que des houblons finaux, comme autour juste en fin d'ébullition ou carrément pendant la dernière étape, vont être plus aromatiques. C'est là qu'on va déceler justement des houblons qui vont goûter le pamplemousse, l'orange, la tangerine, etc. C'est beaucoup très agrumes dans les houblons aromatiques. Dans ces deux étapes-là, est-ce qu'il en ressort est buvable? Dans le fond, c'est un liquide très sucré. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien. C'est vraiment un liquide extrêmement sucré. Il ne faut pas de diabétique pour y goûter. Ça se boit. Moi, j'en sers de temps en temps quand je me fais un café. Je me remets juste un peu de liquide de même. Ça donne un petit sirop d'érable un peu. C'est un liquide très sucré quand même. Plus que le taux d'alcool, la bière finale va être haut. Plus ça va être un liquide sucré. Dans le fond, plus que de sucre, plus que le taux d'alcool va être haut. Ensuite, après l'étape d'ébullition, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un gros un tourbillon, un whirlpool qu'ils appellent, pour tout sédimenter les protéines. Quand on fait des recettes, ou quand on le voit, en fait, même d'une bière, il y a la lie qui se dépose dans le fond. Mais c'est vraiment un peu le même principe de tout sédimenter les petites protéines. C'est comme une gélatine qui est sur le grain, qui va se déposer dans le fond pour ne pas la transférer dans l'étape finale. Ça vient juste clarifier la bière, pré-clarification de la bière, en fait. Ensuite, on va passer la bière dans l'échangeur à plaques. L'échangeur à plaques, ça sert à refroidir le liquide. C'est un liquide qui vient de bouillir pendant 1 heure et quart. Il est chaud. Il est c'est ça, il est à 102 degrés Celsius environ. Fait que celui, en fait, c'est un peu le même principe qu'un radiateur, en fait. C'est qu'on passe de l'eau froide, l'eau en ressort chaude. Moi, je me sers de cette eau-là pour nettoyer après. Il n'y a pas de perte d'eau. On va vraiment minimiser les pertes pour essayer d'avoir le moins de gaspillage d'eau possible. Ensuite, c'est ça, on passe, le liquide va être refroidi par là, puis il va être transféré vers les fermenteurs. Fait que les fameux fermenteurs, en fait, à Amqui, à la captive, on en a juste 2, qui sont quand même pas gros. On est vraiment une petite microbrasserie. Je pense à d'autres microbrasseries qui ont des fermenteurs de 8000 litres, comme Pit Caribou ou Rollbuck. Nous autres, on est dans un fermenteur de 600 litres. Qui est très petit, 2. Fait qu'en été, on n'a pas le temps de chômer, là. On brasse. C'est pour ça que la vente est principalement sur place. De temps en temps, il y a de la vente un peu à l'extérieur, mais on se concentre vraiment d'avoir un produit artisanal local qui est servi et bu au bar, ici. Dans le fond, en transférant vers le fermenteur, c'est là que le liquide froid aseptisé va passer les 2 prochaines semaines. Après l'avoir transféré, en fait, on ajoute les levures. Dépendamment du style de bière, il y a des levures belges, il y a des levures de saison, il y a des levures neutres, des levures de blanche, en fait, qui vont être un peu plus phénoliques. On va penser à des arômes un peu plus de clous de girofle des fois, puis de banane même dans la tempête. Fait que c'est vraiment là que les 2 prochaines semaines là, que la magie opère. La fermentation, la levure mange les sucres dans le liquide pour les transformer en alcool. Ensuite, on va refroidir ça. Un coup que la fermentation est finie, on laisse quand même quelques jours, question de décanter. On refroidit pour tout sédimenter dans le fond. C'est pour ça que les cuves sont faites en cône un peu. Tout va sédimenter dans le fond. Beaucoup les protéines restantes, tous les résidus en fait, de la fermentation, les levures mortes vont être accumulés dans le fond. C'est plus facile pour filtrer. Nous, c'est pas de la bière. On n'a pas de filtre en tant que tel pour filtrer la bière. Fait que c'est vraiment une filtration naturelle avec le froid laissé décanter dans le fond. Ensuite, on transfère. J'ai 2 autres cuves. Là, on les voit pas là, malheureusement, qui sont dans la chambre froide. Ça, c'est là que la gasification va se faire. Il y a une pré-gasification en fin de fermentation. En fait, j'ai oublié de le dire. Normalement, on ne le voit pas aujourd'hui, mais la production de la fermentation crée du CO2 naturellement. C'est important de le laisser sortir, sinon il se crée une pression énorme dans les cuves. Mais en fait, c'est pour ça que des fois, si vous êtes assis à captive, vous allez voir les chaudières, là, ça fait des bulles. C'est vraiment l'excédent. Là. On peut penser au monde qui font du vin maison, qui mettent un petit truc sur le top, là, qui fait des petites bulles de temps en temps. C'est un peu le même principe. Puis avant la fin de la fermentation, vers, je dirais, les 1 à 2 derniers jours restants, je ferme les valves, en fait, pour garder le CO2 de la production, de la fin de fermentation dans la bière. En refroidissant, ce CO2-là va rentrer dans la bière. Il est plus soluble, je ne sais pas si c'est le bon mot. Il rentre plus facilement dans la bière au froid.
Ça va donner une pré-gasification. Après ça, on rajoute un petit peu de CO2 là, dans les cuves de l'autre côté, dans le produit final. C'est là qu'on laisse environ une semaine, là, le temps de refroidir, décanter ce qui reste de résidus, puis la bière va devenir beaucoup plus claire. Selon le style, on passe à des New England IPA qui vont rester opaques. Pour la New England IPA, en fait, il y en a bien qui disent « Ah, il y a beaucoup de levure dedans ». C'est l'huile que dans le houblon. En fait, pendant la fermentation, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter du houblon directement dans la fermentation. L'huile, ils appellent ça la biotransformation avec la levure. L'huile que contient le houblon, qui est une plante, en fait. Moi, je l'ai ici, les brasseries l'utilisent en cocotte, en granule, qui est déjà, les palettes qu'ils appellent, qui est déjà, on peut penser à de la bouffe à de la moulée, là, un peu, là. Fait que, en fermentant avec cette huile-là, l'huile va rester en suspension. C'est ça qui va donner le petit côté très opaque dans les IPA très juteuses. C'est là qu'on va rajouter, justement, pas qu'on rajoute, mais en fait, c'est ce houblon-là qui va rajouter un côté très tropical des faux bières. Là. On peut penser, justement, à ces IPA-là, que le monde, oh, y a-tu du pamplemousse? C'est rare qu'on ajoute du pamplemousse dans la bière. C'est vraiment le houblon qui va chercher des propriétés selon la variété. Il y a des houblons néo-zélandais, des houblons américains, etc., là, qui vont vraiment aller procurer des saveurs très fruitées à la bière. Puis de l'autre côté, après ça, ben c'est ça, on a à la fin de la gasification, quand on a la bonne dose de CO2 dans la bière, le bon pétillant, on va la mettre en baril. Moi, je la transfère en baril après, dans des petits barils, comme ça. OK. Puis elle est prête à servir en fût au bar directement. Là. Alex, on revient d'en bas. Yes. Question d'emblée, quelle est la part écologique d'un brasseur là, et concrètement aussi à la microbrasserie, là, la Captive? Yes. Ben, nous autres, on essaie surtout d'utiliser des produits le plus québécois possible pour réduire les transports. Le malt, malheureusement, là, j'avais 96-97% de mon malt de base qui venait de la malterie Côte-Laflamme sur la rive sud de Québec, qui a malheureusement passé au feu là, au printemps. Fait que là, c'est sûr qu'il faut que je m'approvisionne d'un bord puis de l'autre. J'essaie quand même, là, j'ai réussi à les recontacter. Ils ont réussi à faire malter quand même ce qu'il y avait encore en inventaire qui n'a pas brûlé dans une autre malterie. Fait que c'est sûr que moi, c'est de réduire les transports le plus possible pour avoir le moins de gaz. Puis il y a la réutilisation aussi de la matière première un peu. Je pense au malt que j'ai parlé en bas, là, que les fermiers, moi je donne à des fermiers pour nourrir leur bétail. Après ça, ben, c'est quand même un beau cercle là, de réutilisation. Puis même, j'en ai qui donnent ça à leur poule. Puis après ça, ben, lui, il vient me donner des œufs, personnellement. Mais c'est ça, c'est tout le temps une belle réutilisation, là, minimiser les pertes. Même l'eau, je pense que je n'ai pas parlé en bas tantôt, mais après avoir transféré la bière dans le fermenteur, l'eau de refroidissement de la bière pour passer du liquide bouillant au produit froid dans le fermenteur, ben l'eau froide, elle ressort chaude, mais l'eau chaude, je ne l'envoie pas dans le drain. Je la réutilise, je la remplis dans la cuve fill qu'on a vue au début qui avait été lavée. Moi, j'ai rempli cette cuve-là. Puis après ça, c'est mon eau de nettoyage. Moindrement que j'ai besoin d'eau pour nettoyer ou faire chauffer des produits nettoyeurs, etc. C'est sûr que c'est moins de l'eau. C'est une eau qui a été stagnante. Fait que moi, je la bois pas, mais pour justement tout nettoyer. Mais normalement, j'arrive qu'il me reste 25 litres environ dans la cuve pour la prochaine brasse. Fait que je la réutilise tout le temps d'un bord puis de l'autre pour nettoyer ou pour économiser l'eau. Le 1er juillet à Amkoui, c'est les festivités de la Fête du Canada 2024. Pour nous en parler, je me suis entretenu avec Sylvie Blanchette, mairesse d'Amkoui. Salut Sylvie, tu vas bien? Hey, bonjour Christophe, oui, je vais très bien, puis je suis contente de te retrouver aussi. Merci de revenir passer l'été avec nous. Premièrement, les festivités du 1er juillet vont commencer quand même assez tôt cette année. Ça va commencer dès midi au camping d'Amkoui. Effectivement, en collaboration avec le camping d'Amkoui, la MRC aussi et la ville, c'est que dans l'après-midi, à compter de 12h jusqu'à 17h, il va y avoir des jeux. Ça va être comme une petite compétition qui va se passer au niveau du camping parce qu'on a des beaux plateaux de jeux là. Alors, tous les jeux vont servir et ça va être une compétition amicale quand même, mais il va y avoir quoi? Du volleyball, du basketball, du soccer, du spikeball.
connaît un petit peu moins, mais c'est de plus en plus populaire. Bien sûr, aussi du ballon-ballet sur glace. Fait que ça va être des compétitions qui vont se passer jusqu'à 17 h à peu près. Il va y avoir vers 16 h, 16 h 15, il va y avoir des prix de participation. Ça fait que ça ne sera pas des gagnants, ça va être des prix de participation. Fait que tout ça, ça va se passer en après-midi pour commencer. Et est-ce qu'il y a un coût d'entrée pour cette activité? Non, il n'y a pas de coût d'entrée pour l'activité en tant que telle. Il va quand même, ce que le camping offre, ça va être peut-être un souper hot dog, que là, il va y avoir un coût de 5 $, les gens qui veulent participer au souper hot dog. Mais pour l'après-midi, il va même avoir une collation qui va être donnée. Le stationnement, ça va être gratuit pour l'après-midi. C'est pour ça qu'on veut ça amical, on veut que les familles, que tous les gens, plusieurs aussi, les multi-ethniques, tous les gens se retrouvent là pour s'amuser ensemble. Et en soirée, il y a toujours les grosses festivités ici même au parc. Alors, en soirée, le 1er juillet, c'est les grosses activités, comme tu dis. À compter de 20 h, on a Rémi Chassé, le spectacle avec Rémi Chassé. Ensuite, on va avoir à 21 h 45 environ le discours. Le discours, quand même, est hommage au drapeau. Il va y avoir le discours qui va se passer. Et à 22 h, c'est ici à Amkoui, c'est à la Fête du Canada qu'on fait nos feux d'artifice. Alors, 22 h, les feux d'artifice qui vont avec pyrotechnique. Alors, normalement, c'est une période que c'est très beau. L'année passée, ça avait été extraordinaire les autres années. Et après les feux d'artifice, vers 22 h 30, là, ça va être le spectacle du duo Mick et Fred. Donc, ça va être à partir de 20 h, là, ça va être toute la soirée. Fait qu'on va laisser les gens manger des hot dogs au camping. Ensuite, on s'en vient ici pour 20 h pour le spectacle de Rémi Chassé. Et on a commandé du beau temps aussi. Disons que pour la fête nationale, bon, on a eu un petit peu moins de beau temps, mais le spectacle a été merveilleux. Les gens étaient là. On a eu quand même notre feu de joie qui a pu être allumé. Fait que là, regarde, pour la Fête du Canada, il va faire beau. On attend les gens en grand, grand nombre. Eh bien, Sylvie, merci beaucoup d'être venue à l'émission et je souhaite à toi et à tout le monde de belles festivités. On se retrouve à Amkoui pour fêter en musique la Fête du Canada. Bonne soirée à tous! C'est ce dimanche, le 30 juin à 10 h, que se tiendra ici même, au Parc de la Pointe à Causapscal, l'activité Sécurité à vélo. Pour nous en parler, je me suis entretenu avec Maxime Lévesque, spécialiste en vélo, qui sera là pour l'occasion. Quelles sont les différentes activités qui sont proposées à l'événement? Les différentes activités, en effet, Christophe, on va aller faire un tour de parc avec les jeunes enfants. On va leur montrer différentes techniques sur le vélo, notamment la sécurité. Et il va y avoir les cadets qui vont être là, les cadets policiers qui vont venir nous faire aussi une mise en scène de sécurité. Tout ça, tu sais, l'importance, ça va être beaucoup axé sur ça, la sécurité et aussi la maintenance d'un vélo. Donc, ça part de ça, la sécurité, bien sûr. On va aller voir l'entretien de différentes composantes. Ça va être autant axé sur les jeunes que pour les parents. L'activité est accessible à qui? L'activité est accessible. En réalité, l'activité cible les personnes, les jeunes enfants. Mais l'année passée, la dernière édition, on a eu des jeunes qui avaient aussi 12-13 ans et ils ont tout autant aimé parce qu'il y a différents parcours qu'on peut emprunter. J'ai monté un petit parcours déjà qui va être possible de faire cette journée-là. J'ai tout pensé à ça. Et différentes classes d'âge pourraient y aller, mais l'activité principalement est ciblée pour les jeunes enfants. Tu es spécialiste en vélo pour l'événement. En quoi consiste un spécialiste en vélo? Un spécialiste en vélo, le titre, je le trouve gros, merci, mais je suis d'abord un passionné de vélo et ensuite j'ai compris l'importance de la sécurité pour avoir vécu différentes mésaventures, tant au niveau mécanique que physique parfois. J'ai compris que c'était essentiel, donc pourquoi pas transmettre le relais aux jeunes enfants qui peut-être deviendront passionnés comme moi je le suis, et aussi de savoir comment bien entretenir un vélo et comment se comporter sur la route.
Et là, l'activité se déroule ce dimanche, mais il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Exactement, il n'est pas trop tard pour s'inscrire. En fait, Christophe, comme je dis, oui, il y a des inscriptions, vous pouvez le confirmer via la page, mais il est tout autant possible de venir se présenter le dimanche matin. Si vous avez un trou qui se libère, vous venez. Des différentes personnes ont arrivé plus tard l'année passée. C'est pas dramatique, vous venez à l'heure que vous voulez. On reste là 1, 2, 3 heures, mais sachez que l'activité, c'est ça, si vous voulez venir, elle commence à 10 heures. L'activité sécurité à vélo qui se tiendra ce dimanche 30 juin au parc de la Pointe à Causse-Abscale, une activité idéale pour la famille. En début août se tiendra le festival Frolic à Val-Brillant. Je suis présentement avec Gino Bouchard et Carole Paradis. Bonjour les gars, vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui, toi? Super bien, merci. Donc, parlons un peu du festival Frolic. Quelle est la genèse du projet? Oui, dans le fond, ça a commencé avec M. Normand Perron. Il voulait ramener les beaux jours dans le village, dans le temps qu'il y avait le Festival des Foins puis le 125e. Puis il voulait léguer au village un festival de musique country et acadienne, dans le fond. Et vous nous expliquiez que sur le site où on se trouve, là, c'est assez calme, mais il va y avoir beaucoup de mouvements pendant le festival. Oui, il y a de mouvements. Dans le fond, là aussi, les buts blancs, là, le chapiteau va être de ce côté-là. Puis tout ici, ça va être clôturé. Puis on va avoir des jeux gonflants pour les enfants, les 2 cantines. Il va y avoir un bar intérieur, un bar extérieur. Il y a une zone VIP dans le chapiteau pour les soirées. Après ça, dans le jour, il y a des expositions de voitures, des expositions des artisans dans la cidrière. On va avoir un beau setup. On a aussi la rue qui va être piétonnière, toute la rue des Sept. Les gens vont se parquer de l'autre bord de la traque sur la rue Saint-Pierre. On va ouvrir aussi le belvédère, l'halte routière pour des terrains de camping sans service pour les gens qui viennent au festival. Puis on ouvre une coupe de terrain de la municipalité pour pouvoir rentrer parce que le camping est déjà complet pour le festival, justement. Pour les réservations du camping, le monde appelle au camping. C'est le camping qui va gérer les campings, les espaces du camping pour le festival, dans le fond. Ouais. Et parlez-moi un peu de la programmation. On attend de bien beaux noms. Oui. Le jeudi, notre gros nom, c'est les gars du Nord. On a aussi les Cousins, c'est un groupe de Matane qui vont venir ouvrir. Pour la troisième partie du show, on a Pat Como qui va jouer avec des musiciens, une couple d'amis. Après ça, le vendredi, on a Jenny Lynn Leblanc, qui est une artiste acadienne qui a fait 3 albums, puis elle est sur une montée. On a Réveil aussi, Réveil, qui sont très connus. Je pense que c'est pas mal rendu le groupe le plus connu au Nouveau-Brunswick, à part, mettons, Lisa Leblanc. Là. Puis en ouverture, on a l'opportunité d'avoir Lucas Brideau, que lui fait un hommage à Caillouche. C'est un petit gars de 11 ans, il est vraiment bon, puis on peut dire repose en paix à Caillouche qui vient de mourir il n'y a pas bien longtemps. Fait que lui, il va venir faire un hommage vendredi pour ça. Puis le samedi, on a Yannick Saint-Jacques que tout le monde connaît dans la région, c'est un gars de la Métis. On a Pat Como qui va faire avec ses musiciens un autre set. Puis pour finir, on a un hommage à Hillbilly Deluxe, un hommage à Dwight Yoakam qui s'appelle Hillbilly Deluxe. Fait que ça, c'est notre programmation musicale. Et il n'est pas trop tard pour la passe spéciale, la passe à rabais? Oui. Dans le fond, pour la première année, on commence vraiment à un prix abordable. Jusqu'au 30 juin, c'est 45 $ pour les 3 jours. Puis après le 30 juin, c'est 60 $ pour les 3 jours, c'est quand même très abordable. Puis il va y avoir un prix à la journée aussi, je pense que c'est 35 $ par jour. Ouais. Puis il y a une passe VIP aussi pour les gens qui veulent avoir leur toilette, leur bar et leur coin tranquille à 100 $. Gino et Carole, merci beaucoup d'être venus à l'émission et je vous souhaite un très bon festival. Merci beaucoup à la TVC, merci à toi. Merci. Vous pouvez toujours vous procurer des billets pour le festival Frolic de Val-Brillant qui se tiendra le 1, 2 et 3 août. Bon festival! Cet été, ici même sur la scène de la Captive, il va y avoir beaucoup d'achalandage. Yes, ben oui. En terminant, peux-tu me parler un peu de la programmation de cet été? Ouais, ben oui, on a 4 spectacles en juillet. Je dirais que c'est notre 14e anniversaire en plus. On aime ça fêter le 14 ans et non 10 ans. En fait, ben 10 ans, 10e anniversaire est tombé d'une période sombre de la pandémie. Mais fait qu'on s'est dit à 14 ans, OK, on va quand même
prendre plusieurs shows, présenter beaucoup un petit peu plus d'activités et non juste la restauration aux touristes. On veut quand même offrir quelque chose à notre clientèle locale pour offrir. C'est ça, je sais que Diffusion Morticus n'ont pas de spectacle cet été. Fait qu'on s'est dit, regarde, on va prendre quand même la relève festive d'organiser des spectacles. Fait qu'on commence le 4 juillet. J'allais me tromper dans la date déjà, c'est pas super bon. Le 4 juillet, on va avoir l'humoriste Maxime Gervais, qui est, lui, le fameux Claude Crest, là, je dirais qu'on voit un peu partout là, dans les podcasts, etc. C'est un personnage de Maxime Gervais qui a créé en pandémie, qui a fait fureur. Ils ont fait 2 films avec, deux films documentaires. Ça a fait un peu l'effet boule de gomme, là. C'est parti en peur. Fait que je suis vraiment fier. Puis en fait, Maxime Gervais, on a cancellé 2 fois en fait, des spectacles des Pic-Bois à cause de la pandémie, puis la séparation des Pic-Bois. Je tenais vraiment à l'avoir, à le présenter, sa tournée solo. C'est une tournée qui a commencé au Club Soda, qui a fait à l'Impérial à Québec. Fait que de l'avoir, de le présenter, de l'avoir à Captive, ce spectacle-là, c'est vraiment un honneur. Après ça, on a le 12 juillet, on va avoir Dom Babin. Oui. L'humoriste originaire de Rimouski, gradué de l'école de l'humour. Qui va faire son rodage. Qui fait son rodage, oui, exactement. Il fait une tournée qui est déjà quasi complète dans toutes les salles qu'il fait. Je pense qu'il fait une quinzaine de dates, puis il y en a 10 à peu près qui sont complets. Nous, je ne sais pas, mais que ça sorte. Sauter sur les billets, pour vrai, tandis qu'il y en a. Ce gars-là fait fureur, puis c'est vraiment une bonne fierté de la région en humour. Ensuite, on va lâcher l'humour un petit peu. On va s'en aller dans le côté musique le 18 juillet avec Vie de quartier, qui est un groupe de punk, folk. On peut penser justement au Chien de Ruelle, de quoi qui bouge, très festif, même un peu un Québec redneck, qui est un band qui ne sera pas piqué des verres, ça risque de boire, les autos vont vraiment dormir dans le parking ce soir-là. Ça, c'est notre gros party, là, je dirais, 14e anniversaire, là, Vie de quartier. Le 20 juillet, on a le retour de mon oncle Serge avec les Crossmonautes. En fait, qui est son band, son trio, drummer et guitariste. Mon oncle Serge, qui est un régulier quasiment. Là. On parle d'un spectacle à chaque 2-3 ans à Captive. Il veut tout le temps passer sur place. Quand il fait une tournée dans la région, on a un appel de mon oncle Serge. Let's go, je veux jouer. C'est tout le temps une soirée festive. Si vous ne connaissez pas mon oncle Serge, ben... Allez le découvrir. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est tout le temps un très gros party. On a mis une journée off entre les deux, entre Vie de quartier et mon oncle Serge, pour se calmer, puis après ça, redécoller en festivement. Je sais pas si ça se dit. Ouais. Là, ça se dit, en tout cas. Je viens de le dire. Mais ouais, mon oncle Serge avec les Crossmonautes, c'est tout un party assuré. Dans ce show-là, il y a un décor, il y a des soutes d'astronautes, il y a des planètes d'un peu accrochées partout. C'est assez... visuellement, juste le show est beau. Un humour grivois, un très bon parolier. Pour vrai, mon oncle Serge, malgré quand on pense tout le temps, c'est grivois, mais quand tu commences à écouter ses paroles, tu fais OK, mais c'est Plume la Traverse, quand même. Yvon Deschamps avait des textes aussi bien élaborés. C'est ça, c'est vraiment un gars qui a une belle plume. Une belle plume la Traverse, peut-être, mais c'est ça, je pense qu'il prend la relève, puis on est encore content quasiment qu'il reste dans l'underground un peu, mon oncle Serge. Il fait quand même des festivals, mais il veut tout le temps faire ses places. Il veut jouer dans des petites places. La connexion du public, il aime ça. C'est vraiment plaisant de toujours l'avoir. C'est un peu une légende au Québec. Ça fait... ça doit faire une trentaine d'années. Qui était le bassiste des Colocs en plus. C'est ça. C'est une légende pour moi au Québec. Là, pour beaucoup de monde aussi, je pense. Là. Pas juste pour moi, j'imagine. Puis après ça, là, ça va mettre un peu terme à la programmation de juillet. Là, on va tomber à date, on a l'humour septembre, octobre, novembre. On a une grosse programmation d'humour encore. Les bands commencent à être confirmés. Je les lancerai pas tout de suite là, parce que on peut taper ses doigts, mais... Pour tous les détails, on peut suivre la page Facebook. Exact, la page Facebook, même Instagram. On essaye de la garder active le plus possible. On n'est pas habitué, mais Facebook, aussitôt qu'on crée un événement, le show sort là. Puis, Alexandre Pinault, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ça fait plaisir. Ma première. Yes, ben oui. Puis, je te souhaite un bel été la microbrasserie La Captive, des bons spectacles, merci, des bonnes bières. Yes, on changera pas. On va avoir du fun. Parfait.
Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Pour la revoir en entier ou par segment, ça se passe sur notre chaîne YouTube. Pour rester informé de l'actualité matapédienne et de la TVC, je vous invite, bien entendu, à vous abonner à notre infolettre sur notre site Internet. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et on se voit vendredi prochain pour une autre émission de TVC l'été. L'activité sécurité à vélo qui se tiendra ce dimanche 30 juin. Donc, merci. Je vais le reprendre. Je pense aux places qui ont des... je viens de tapoter le micro. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon, ça? Ouais?